arc-en-ciel. Monsieur Gérald Olivier, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation et surtout un dimanche. Le sujet de ce jour, comme vous le savez, c'est cette situation États-Unis, bien entendu, et Iran. Comme vous le savez, le président Trump a multiplié les sorties médiatiques contre l'Iran un certain temps dans le cadre d'une préparative d'une action militaire envers l'Iran. Aussi avec un déploiement d'un certain nombre de militaires sur la région, de plus ceux qui sont déjà sur place. Sauf que lors de son déplacement au Japon, il y avait une déclaration qui est très séduisante pour les Iraniens au moment où les Saoudiens ont pris la décision d'organiser 3 sommets en Arabie Saoudite pour solliciter le soutien arabe, musulman et des pays du Golfe contre l'Iran. Qu'est-ce que cela représente pour vous? Alors, écoutez, c'est une région qui est habituée aux crises, et là, on a une crise qui existe à de multiples niveaux. Donc, pour garder les choses simples et pour ne parler que du point de vue américain, ce qui importe pour les États-Unis, ce sont 2 choses. La première, c'est que l'Iran ne devienne jamais une puissance nucléaire, civile ou militaire. La seconde, c'est que l'Iran cesse d'être une influence déstabilisatrice au sein de la région. Donc, vis-à-vis du premier point, Donald Trump s'est retiré du fameux JCPOA, l'accord sur le nucléaire iranien qui avait été signé par son prédécesseur en 2015, avec l'appui, le soutien, la participation d'un nombre de puissances européennes, la Russie, la France, l'Union européenne, etc., et qui consistait à suspendre le programme nucléaire iranien pendant un certain nombre d'années, 10 ou 15, à réintroduire l'Iran sur la scène internationale en tant que partenaire économique, et à espérer qu'à l'arrivée, l'Iran deviendrait une puissance régionale raisonnable avec laquelle on pourrait parler. Pour Donald Trump, cet accord était un accord mauvais, il avait des failles, parce que, eh bien, à l'issue des 10 ou 15 ans, l'Iran avait tout loisir de reprendre son programme nucléaire et de devenir une puissance nucléaire. Donc, il s'est retiré de cet accord. La conséquence de ce retrait a été la réimposition de sanctions économiques sur l'Iran. Tous les pays qui s'étaient précipités à Téhéran pour rétablir des relations commerciales, pour réparer leur métro, pour leur mettre des routes, pour leur mettre un réseau de communication mobile, toutes ces compagnies internationales ont dû se retirer. Et tout récemment, c'était encore en avril, les États-Unis ont renforcé ces sanctions parce que lorsqu'ils les ont rétablies l'année dernière, il y a toujours eu une période où un certain nombre de passe-droits étaient maintenus. Et en relation internationale, tout le monde s'attend à ce que les passe-droits soient prolongés. Et là, l'administration Trump a dit non. Il n'y a aucun passe-droit, ce qui fait que n'importe quelle société qui aurait des relations commerciales avec les États-Unis, si celle-ci était amenée à avoir des relations commerciales avec l'Iran, serait punie sur son marché américain. Du coup, plus personne ne veut travailler avec l'Iran, et l'Iran se retrouve très très en difficulté parce qu'ils ont 2 clients qui leur achètent du pétrole et ils n'ont rien d'autre à vendre que du pétrole, c'est la Chine et c'est l'Inde. Et l'Iran, se trouvant un petit peu pris à la gorge, eh bien, a tout simplement réagi de manière un petit peu disparate et brutale, mais vous avez eu des attentats contre des tankers dans le golfe arabo-persique, et vous avez eu la montée des tensions que l'on a pu observer. Voilà. Donc ça explique un petit peu le contexte actuel. Sur le deuxième point, qui est beaucoup plus difficile à gérer, parce qu'il s'agit de géopolitique régionale, les États-Unis s'opposent à l'Iran quant à la politique iranienne vis-à-vis d'Israël, et ils s'opposent à l'Iran quant à la politique de domination régionale vis-à-vis de l'Arabie Saoudite, et ils s'opposent à l'Iran parce que l'Iran soutient également le régime de Bachar el-Assad en Syrie, alors que eux avaient plutôt pris parti
pour des groupes sunnites considérés comme insurrectionnels à une époque. Cette partie-là est beaucoup plus difficile à gérer parce que les États-Unis ne contrôlent pas toutes les cartes. L'Arabie Saoudite compte, les équilibres régionaux comptent. Vous l'avez dit, il y a eu ce week-end un certain nombre de sommets à la Mecque et ailleurs avec le GCC, le Conseil du Golfe. Donc les États-Unis ne contrôlent pas ce jeu-là, mais ils ont un allié, l'Arabie Saoudite. Ils ont un grand soutien avec Israël qui regarde tout ce qui se passe de très près et ils continueront à agir en fonction des intérêts de ces deux pays-là. La confrontation directe, elle a lieu sur un point de vue plus commercial et plus stratégique en ce qui concerne le dossier nucléaire et en ce qui concerne le pétrole, parce qu'encore une fois, en l'absence de conflit militaire, la seule arme de l'Iran, c'est le pétrole, à travers le commerce du pétrole, non pas seulement ce que eux sont en mesure d'exporter, mais par le fait que tout le pétrole qui quitte le golfe arabo-persique et qui est exporté en grande partie vers l'Asie, doit passer par ce petit point qui s'appelle le détroit d'Ormuz, que les Iraniens contrôlent plus ou moins, et à travers lequel ils seraient en mesure d'entraver le commerce du pétrole, ce qui serait évidemment prétexte à une montée des tensions, etc., comme vous pouvez le deviner. Donc voilà le cadre de la situation d'aujourd'hui. Bien sûr, parce qu'il y a d'autres observateurs aussi qui disent autre chose, hein, si vous le permettez. La première des choses, ils disent comme quoi simplement l'embargo, depuis toujours, l'Iran l'a subi. Ça date pas d'aujourd'hui, ça fait plusieurs années. Il y avait cet accord que M. Trump a décidé de l'arrêter, et en même temps, comme vous l'avez bien cité, toutes les menaces vis-à-vis des sociétés qui souhaitent travailler avec l'Iran, et chose qui a été faite. Et résultat de la course, des menaces vraiment de frappe, hein, donc avec des déploiements de soldats et aussi des navires américains sur le terrain. Et au jour au lendemain, pendant son séjour au Japon, tout a changé. Et le discours vis-à-vis de l'Iran, c'était un discours qui est vraiment surprenant. On dirait, c'est vraiment un pays ami. Mais ce qu'on cherche à savoir, qu'est-ce qui s'est passé pour que le président Trump change complètement la donne et continue, comme vous l'avez bien dit, sur l'aspect économique au lieu de penser à l'étape supérieure, l'étape de frappe? Non, mais parce qu'il n'a jamais été dans les intentions du président Trump, ni même de l'état-major américain et du Pentagone, d'engager une confrontation militaire directe avec l'Iran. La dernière chose que Donald Trump veut, c'est engager des troupes américaines dans un conflit à l'étranger. Ce serait contraire à tout ce qu'il a affirmé dans son programme. Ce serait contraire à tout ce que lui considère être dans l'intérêt américain, puisqu'il était contre la guerre en Irak en 2003, il était contre l'engagement en Afghanistan, il est pour le retour des troupes de Syrie aux États-Unis, et s'il était tout seul, ces troupes seraient déjà rentrées. S'il en reste encore aujourd'hui, c'est parce que ces généraux lui ont dit non, monsieur le président, elles sont nécessaires sur place pour un certain temps et dans un certain nombre. Donc Donald Trump n'a jamais eu l'intention de faire la guerre à l'Iran. Par contre, prétendre être capable d'aller jusqu'au bout pour faire plier l'adversaire, ça rentre dans sa façon de négocier. Si vous observez un petit peu les dossiers sur lesquels Donald Trump a travaillé depuis qu'il est président, on pourrait prendre la Corée du Nord, d'un point de vue stratégique, mais on pourrait prendre également le Mexique, ou le Canada, ou même la Chine, d'un point de vue commercial. C'est ça. Monsieur Trump commence par taper très fort. Et il a dit à la Corée du Nord, si vous faites un pas de travers, votre pays sera annihilé. C'est plus ou moins ce qu'il avait dit en septembre 2017, je crois, à l'ONU. Vis-à-vis du Mexique, il leur a dit, vous allez nous payer un mur et vous allez renvoyer toutes les usines qui sont venues chez nous parce que vous les avez volées depuis 30 ans. Enfin, il fait des discours qui sont grandiloquents, c'est sa manière à lui. Et puis après, tranquillement, loin des projecteurs et des caméras de télévision, on se met autour d'une table et on discute. Donc là, il a d'abord voulu faire comprendre à l'Iran que lui ne plierait jamais et que donc leur intérêt à eux, parce qu'après tout, eux, et quand je dis eux, je parle du régime islamique en Iran, ce régime est très fragile. Et ce régime sait très bien que sa survie dépend de sa capacité à maintenir sa propre société sous contrôle, c'est-à-dire à lui assurer un minimum de bien-être économique. Vous avez en Iran littéralement des dizaines de millions de gens qui sont nés sous le régime d'une république islamique, qui n'ont jamais connu le régime du Shah, qui ont toujours connu des difficultés,
des sanctions, des restrictions, et qui en ont marre. Et ces gens-là, régulièrement, ils descendent dans la rue, régulièrement, on leur envoie les bassidjis pour leur taper dessus, et ça se calme, mais le régime iranien est fragile. Donc ce que Donald Trump a fait comprendre au régime iranien, c'est si vous cherchez des difficultés, c'est vous qui en paierez les plus grandes conséquences. Donc il met d'abord un grand coup sur la table. Lui, officiellement, ne cherche pas à faire tomber le régime iranien. Il en serait très heureux, mais il ne le cherche pas. Certains, au sein de son administration, seraient plutôt enclins à vouloir faire ce qu'on appelle en anglais du regime change. Et je pense bien sûr à son conseiller à la sécurité nationale, M. John Bolton. Mais officiellement, la ligne Trump, ce n'est pas un changement de régime. Par contre, c'est ramener l'Iran dans le rang, leur faire abandonner leur programme nucléaire et faire en sorte qu'il ne soit plus une force déstabilisatrice au Moyen-Orient. C'est très difficile. Ça passera par des négociations et des discussions. Donc d'abord, on se dit, j'irai jusqu'au bout, et puis après, on calme le ton et on s'assoit et on parle. Là, on en est dans la phase, on s'assoit et on parle. Est-ce que, Monsieur Gérald, Monsieur Gérald, vous êtes en train de dire quelque chose de très important. Sincèrement, c'est très important parce que là, on est en train de voir ce qu'on appelle une communication de M. Trump. C'est une communication à part. Donc, on tape sur la table et après, on négocie après, derrière. Donc, quelques-uns qui l'apprennent ça comme du bluff, quelques-uns qui résistent, comme le cas de l'Iran, actuellement. Est-ce que peut-on considérer la transaction du siècle avec les Palestiniens rentre dans cette logique aussi? Ah oui, mais c'est beaucoup plus compliqué. Ah oui, mais ça rentre exactement dans cette logique. Alors, sur le principe, oui, bien sûr. Sur le principe, oui. C'est-à-dire, alors, c'est pas le même sujet. Ah oui, mais c'est la communication, je parle, parce que vous avez parlé d'une communication. C'est pourquoi je me suis permis. Voilà, c'est dans ce sens. Alors, ce que les Palestiniens, ce que le Hamas, ce que les gens de Gaza devraient comprendre de la part de Monsieur Trump, Monsieur Trump va leur dire, vous n'avez rien à gagner à continuer à faire la guerre. Et nous ne céderons sur rien. Vous êtes dans une position de faiblesse. Le pays qui a triomphé d'un demi-siècle ou plus de conflits, c'est Israël. Si ce conflit se poursuit, vous perdrez plus. Donc, vous revenez à la table. Vous abandonnez vos demandes qui sont insatisfaisables aujourd'hui et on peut parvenir à la paix. C'est une forme de capitulation, rien d'autre. Et quand vous regardez, j'en reviens à l'Iran, quand vous regardez la semaine dernière, Mike Pompeo a fait un discours auprès d'un think tank conservateur américain qui s'appelle la Heritage Foundation. Dans ce discours, il a détaillé un certain nombre de points qu'il souhaitait voir l'Iran satisfaire pour que leur relation avec les États-Unis soit à nouveau amicale. Ces points correspondraient à une capitulation totale du régime iranien aux demandes américaines, dont elles sont irréalisables sur le fond, mais elles ont pour but de faire comprendre à l'adversaire, nous ne céderons sur rien. En fait, une fois qu'on se met autour d'une table, on peut céder sur beaucoup. Quand vous regardez le sommet qui a eu lieu, le premier sommet, le sommet de Singapour, qui a eu lieu entre Kim Jong-un et Donald Trump, qui était un sommet très très médiatique, mais à l'issue de ce sommet, M. Trump a déclaré la Corée du Nord n'est plus une menace nucléaire, ce qui était quand même assez invraisemblable dans le contexte. Exactement. Mais parce que autour d'une table, le ton change. Bien sûr. Donc M. Trump, il adore faire des accords. Il adore... c'est un businessman, donc oui. C'est ça. Mais pour lui, les États-Unis sont la première puissance mondiale, économique, financière, militaire, de tous les points de vue. Et cette puissance, elle doit avoir une fonction. Et donc, il doit faire comprendre que le droit de la force est du côté des États-Unis. Et les autres s'y plieront, mais s'ils le font, ils peuvent en tirer avantage d'un point de vue relatif, parce qu'au moins, ils auront la paix. Donc de ce point de vue-là, d'un point de vue de communication, oui, les Palestiniens ont intérêt à suivre de très près la façon dont M. Trump opère vis-à-vis de la Corée du Nord et vis-à-vis de l'Iran, parce que leur tour viendra où ils peuvent en tirer des enseignements. Ça, c'est une évidence. Sauf que M. Donald Trump arrive à la fin de son mandat. Et selon vous, quelles mesures aura-t-il contribué au désordre mondial ou a contribué à consolider la paix dans le monde? Alors, premier point, il arrive à la fin de son premier mandat. Il y aura des élections en novembre 2020, donc aux États-Unis. Aujourd'hui, M. Trump part favori pour être réélu.
Je suis personnellement, je le dis aujourd'hui, 1er ou 2 juin 2019, je suis convaincu qu'il sera réélu pour un second mandat, et je le dirais avec une marge nettement supérieure à celle de 2016. Nous verrons. Mais pour moi, sauf accident économique majeur, sauf accident stratégique majeur, donc une guerre par exemple, Monsieur Trump sera réélu parce que les États-Unis se portent bien et qu'un certain nombre de gens se sont habitués à sa présence, aussi inhabituelle soit-elle, et se sont habitués à son style. Et à partir du moment où le portefeuille des Américains se porte bien, en tout cas mieux qu'il y a 4 ans, les électeurs américains iront voter pour Donald Trump, et pour moi, il sera réélu. Alors, après, est-ce que il aura contribué à déstabiliser différentes régions du monde ou à apporter la paix? Pour l'instant, il n'y a rien à son crédit. Il y a juste un certain nombre de dossiers qu'il a eu le mérite d'ouvrir. Le dossier nord-coréen, pendant 20 ans, les prédécesseurs de M. Trump, que Clinton, Bush ou Obama, ils n'ont rien fait. Et ils ont été très contents de ne rien faire, alors qu'ils savaient pertinemment que pendant qu'ils ne faisaient rien, les Nord-Coréens, eux, progressaient dans leurs recherches, à la fois balistiques et nucléaires, pour obtenir la bombe, et ils ont fini par l'avoir. Tout ça s'est fait sous l'œil, et je dirais délibérément fermé, ou sur le regard détourné des présidents qui ont précédé M. Trump à la Maison-Blanche. Le grand mérite de Donald Trump, c'est de ne pas hésiter à mettre les pieds dans le plat, à ouvrir des dossiers extrêmement complexes sur lesquels il n'est pas sûr, dont lesquels il n'est pas sûr de tirer bénéfice, et de voir où ça le mènera. Son seul avantage, c'est qu'il sait clairement où il veut aller, qu'il sait clairement ce qu'il est en mesure de donner et de refuser, et qu'à partir de là, il peut ouvrir n'importe quelle négociation. Il est trop tôt pour le dire, on verra si dans un deuxième mandat certaines choses se poursuivent. Il n'est pas du tout évident que ces dossiers aient une résolution favorable à la paix dans le monde ou aux États-Unis ou à une retombée des tensions. Un régime comme la Corée du Nord est un régime qui a toujours fonctionné sur cette agression permanente extérieure, sur cet isolement, sur cette volonté de résister à l'impérialisme américain. Sans cela, ce régime n'a pas de raison d'être. Donc soit il bascule dans une formule proche de celle de la Corée du Sud, soit ils restent le petit pays isolé qu'ils sont et ils continuent dans leur opposition frontale. Je ne sais pas quelle voie ils choisiront. Monsieur Trump a clairement en tête qu'ils choisiront la voie de la Corée du Nord parce qu'elle est la plus profitable. Il n'est pas du tout acquis qu'il ait raison aujourd'hui. On verra. Mais au moins, il a pris le risque d'ouvrir ce dossier. Il a pris le risque de crever l'accès, de même que sur le dossier iranien. Il a jugé que dans 15 ans, le monde serait beaucoup plus menacé par un Iran nucléarisé qu'il ne l'est aujourd'hui, et qu'il fallait gérer ce dossier avant qu'on en arrive à ce point. Donc de ce point de vue-là, si on veut juger sur le moyen ou le long terme, je considère personnellement que l'attitude de M. Trump est très responsable, et que c'est au contraire l'attitude d'autres hommes politiques avant lui qui l'étaient beaucoup moins. Sauf que M. Gérald Olivier, il y a un souci. Le souci, si je suis votre raisonnement, parce que l'Europe a été touchée par M. Trump sur plusieurs niveaux, comme vous le savez. Donc, l'Europe, bien sûr. Donc, c'est quoi la raison selon vous, mis à part ce que vous venez de me dire par rapport à la Corée, par rapport à l'Iran? Quel gain M. Trump a-t-il pu gagner à travers cette pression sur l'Europe, soit commerciale, soit politique, soit sur l'OTAN, soit l'arrivée de M. Bannon pour aider les populistes ici en Europe, et ainsi de suite? M. Bannon agit pour lui. M. Bannon n'est pas aux ordres de Donald Trump. M. Bannon est un populiste qui sent qu'il a le mouvement des foules avec lui et qui tend à en profiter. Non, malheureusement, sur l'Europe, je vais beaucoup vous décevoir, mais l'Europe n'existe pas. L'Europe n'a pas de rôle géostratégique. L'Europe n'a pas d'importance. L'Europe n'a rien à apporter aux États-Unis. Et M. Trump agit sans se soucier des intérêts européens. Et comme lui préfère
négocier en face à face, de manière bilatérale, un éclatement de l'Europe ne serait pas du tout pour déplaire ni à M. Trump, ni aux gens qui peuplent son administration aujourd'hui. Maintenant, si l'Europe n'existe pas, c'est un petit peu aussi de la faute de l'Europe. Et l'Europe, aujourd'hui, a ses propres difficultés. Elle a ses difficultés internes. Elle n'a pas besoin de M. Trump pour éclater. Ce n'est pas parce que M. Bannon est venu tout récemment pendant la campagne des Européennes que l'on a M. Salvini en Italie. M. Salvini en Italie serait au pouvoir sans M. Bannon et sans M. Trump. Vous avez une situation interne à l'Union européenne qui justifie la montée des populismes et la volonté pour certains de fermer les frontières. Donc le problème européen, de ce point de vue-là, est totalement séparé du problème américain. Le problème américain, c'est de se dire, l'ordre du monde tel qu'il a émergé à la fin de la Seconde Guerre mondiale, justifie-t-il aujourd'hui d'être maintenu tel quel? Et est-ce que les États-Unis doivent être à vitam aeternam le gendarme du monde et le financier de la défense des autres? Et sur ces deux points, M. Trump répond non. Donc il dit les Européens, depuis un certain nombre d'années, se reposent sur notre puissance et notre soutien pour assurer leur défense. Ils ont pris des engagements vis-à-vis de l'OTAN, notamment celui de consacrer 2% de leur GDP à la défense, ce que la plupart d'entre eux ne font pas. C'est un abus qui doit cesser, et je vais leur faire comprendre qu'il doit cesser. Donc, encore une fois, de ce point de vue-là, M. Trump se comporte, je dirais, de la manière la plus honnête. Ce sont quand même les Européens qui ont profité d'un soutien, je dirais, acquis des États-Unis pendant un certain temps pour mettre leur argent ailleurs. Quand on met son argent, quand on ne met pas son argent dans sa défense, eh bien, on peut le mettre dans un système social beaucoup plus généreux et après vanter la générosité de ce système social. Mais ce système social tout seul, sans le parapluie américain, il ne tiendrait pas debout parce que le pays ne tiendrait pas debout. Donc le mérite de M. Trump, c'est de ramener ces gens devant leur réalité. Donc pour moi, l'Union européenne et les pays européens ont vécu dans un déni de réalité depuis un certain temps, et soudain ils sont sous le choc parce que quelqu'un leur dit mais attendez, c'est pas comme ça que ça se passe, et c'est pas comme ça que ça doit se passer. Et on répond à M. Trump, ah oui mais c'est comme ça que les autres faisaient, mais c'est pas une justification. Donc là, l'Europe n'a rien à gagner, et de toute façon l'Europe aujourd'hui, elle est devenue un petit peu hors stratégie mondiale, parce que pour Donald Trump, la grande bataille du XXIe siècle, ce sera entre les États-Unis et la Chine pour la domination mondiale, avec comme troisième acteur la Russie, parce que la Russie est un pays aux richesses immenses et un pays à la taille immense, un pays qui a ses difficultés, mais qui est un grand acteur sur la scène internationale. Et donc l'Europe n'est plus dans ce jeu-là. Et si vous regardez ce qui se passe aujourd'hui au Moyen-Orient, pour en revenir à votre sujet initial, l'allié secret de l'Iran dans ce dossier, enfin il y en a deux, il y a un allié qui n'est pas très secret, c'est la Russie, mais l'autre allié c'est la Chine. Parce que la Chine est le principal client aujourd'hui qui achète du pétrole à l'Iran. C'est un pays qui est capable de soutenir financièrement l'Iran parce qu'ils ont des réserves énormes, et que l'intérêt de la Chine, c'est d'embêter les États-Unis partout où ils le peuvent. L'Europe n'apparaît pas dans ce dossier. Et l'Europe, pour moi, est aujourd'hui, elle a ses problèmes, mais elle est en marge de l'histoire globale parce qu'elle n'est plus concernée par ces dossiers. Une dernière question, si vous le permettez, et c'est un petit peu d'ordre religieux. Encore une fois, le monde semble, qu'on soit clair, semble gouverné aussi par des puissances occultes, suivant des desseins obscurs, particulièrement au Proche-Orient. Selon vous, est-ce que cette théorie de la religion qui s'implique dans la politique a un avenir très important? On parle des évangélistes, côté américain, mais aussi côté religieux, côté musulman et aussi juif. Qu'est-ce que cela, pour vous, dire pour un futur proche? C'est une question très complexe. C'est une question, excusez-moi de le dire, mais c'est une question, comment dirais-je, un petit peu biaisée. Parce que on ne peut pas comparer le rôle des églises évangéliques aux États-Unis ou à l'extérieur des États-Unis avec le rôle de l'islam au Moyen-Orient. C'est-à-dire que lorsqu'on parle par exemple de la République islamique d'Iran, on a un régime théocratique.
avec un habillage démocratique. Il y a un parlement, il y a des élections de temps en temps, il y a une constitution, il y a un habillage démocratique, mais derrière, vous avez un régime théocratique. Quand on regarde l'Arabie Saoudite, c'est une monarchie absolue théocratique. Quand on regarde d'autres régimes dans la région, on s'aperçoit que le concept de parti politique séculier n'existe pas et que l'opposition politique a toujours été contenue, maîtrisée, je dirais réprimée, et que la religion est devenue le seul ou la seule voie de contestation. Et dans ce contexte-là, la religion prend une importance capitale. Et de même qu'en Iran, le principe même du religieux comme étant supérieur au politique est établi et inscrit dans la Constitution, vous avez un rôle de cette religion qui est nettement supérieur au rôle des évangéliques aux États-Unis. Les églises évangéliques aux États-Unis, elles ont un rôle politique totalement indirect. Elles peuvent apporter leur soutien à tel ou tel candidat. Aucun candidat ne fera jamais un programme uniquement basé sur ses liens avec les églises évangéliques. C'est pas comme ça que les choses se passent. Aujourd'hui, quand vous regardez Israël, écoutez, il faut quand même aussi avoir l'honnêteté de reconnaître un certain nombre de choses. Israël est un pays multiculturel, multiethnique et multireligieux. Vous avez 25% de la population israélienne n'est pas juive. Ils sont chrétiens, ils sont autres, ils sont d'ethnie arabe, mais le rôle de la religion est nettement moindre en Israël qu'il peut l'être ailleurs. Et même au sein de la population juive israélienne, vous avez des dizaines de tendances différentes de religions dans la vie quotidienne et dans la vie politique. Vous avez une myriade d'interprétations, ce qui n'est pas nécessairement le cas dans les autres pays de la région qui sont non pas sous régime islamique, mais dont l'islam est la religion, je dirais presque unique. Rappelons quand même à ceux qui ne le sauraient pas que aussi bien en Iran qu'en Arabie Saoudite, se dire athée, refuser de croire en Dieu, est passible de la peine de mort. Sauf que, M. Olivier, c'est ça l'objectif, c'est que simplement ces pays sont soutenus, notamment l'Arabie Saoudite est soutenue par les États-Unis. Donc, oui, bien sûr. Là, la contradiction, il est là la contradiction. Donc, il y a des valeurs qui portent les États-Unis. Ces valeurs, on passe outre lorsqu'on rentre dans le cadre des relations internationales. Absolument. Et Trump a le mérite de le reconnaître, ce que d'autres n'ont pas fait avant lui. Ça, c'est la grande contradiction. Après, la grande contradiction, et c'est une contradiction, oui et non. C'est une contradiction aujourd'hui parce que, de manière étrange, le droit d'ingérence est devenu comme un droit de l'homme. C'est-à-dire que en Occident ou ailleurs, les gens qui se prétendent humanistes et qui se prétendent adeptes des droits de l'homme vont vouloir que ces droits de l'homme soient appliqués de manière uniforme partout dans le monde, comme s'il s'agissait là d'une libération générale ou une libéralisation des comportements et un progrès de l'humanité. Tout le monde n'est pas forcément d'accord avec cette interprétation-là, et il y a un certain nombre de gens qui considèrent que eh bien, on a encore le droit de faire chez soi comme l'on a envie. Et M. Trump, et en ce sens, il ressemble beaucoup à M. Poutine, M. Trump estime, lui, qu'on peut avoir des relations avec un pays étranger sans se mêler de la façon dont le gouvernement de ce pays dirige ce pays. Ce sont ses affaires intérieures et on respecte sa souveraineté nationale en ayant des relations commerciales sans aller au-delà. Ce n'est pas toujours le cas de beaucoup d'autres. Monsieur Obama, avant, n'avait pas du tout cette vision. Le président Macron en France n'a pas du tout cette vision. Là, Trump sort du lot, mais il n'hésite pas à le dire. Parfait. Il dit, ça ne me regarde pas. Parfait. Et voilà. Parfait, M. Olivier Gérald Olivier. Merci infiniment de cet éclairage. Il faut bien préciser à notre auditoire que M. Gérald Olivier, journaliste, un spécialiste surtout des États-Unis, et il a un blog de taille qui s'appelle France-Amérique, si je ne me trompe pas. Il est chercheur aussi à l'Institut EPCE. Et voilà. C'est un consultant en communication et médias. Merci infiniment de cet éclairage. Et je vous dis à très bientôt. Merci à vous. Au revoir, monsieur. Merci aussi. Au revoir, monsieur. Au revoir. Au revoir.
Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, chaque dimanche, actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif Arc-en-ciel, la chronique. Arc-en-ciel info. Arc-en-ciel, animation festive.